Tous, on se retrouve aujourd'hui pour un reportage signé moi. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi, lorsque vous frappiez dans une balle de foot, vous atteignez facilement votre coéquipier? Pour en apprendre un peu plus, il est temps d'aller rencontrer quelques professionnels qui vont pouvoir nous aider à répondre à cette question. Alors messieurs, on pointe même en hiver? Oh, après l'apéro, on tire sa pointe. Alors, par contre, quelle est la technique pour s'approcher le plus possible du cochonnet? Oh, on regarde le cochonnet et puis on la lance en cloche. On se retrouve ici sur le terrain de badminton avec notre expert en la matière, Monsieur Mello. Il est quintuple champion du monde en femme ardenne. Quelle technique utilisez-vous? Quelle est la trajectoire que votre volant poursuit pour qu'à chaque tir vous marquiez un point? Pour la trajectoire, je dirais que ça va très vite, très loin et puis ça s'arrête, ça heurte comme un mur et ça retombe. Ensuite, je frappe comme un fou et après je marque le point, c'est comme ça à chaque fois. Je gagne à chaque fois quoi. Ouais. Alors Monsieur Sabret, si on revient 10 ans en arrière, on se souvient de votre célèbre coup franc. Alors on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Alors quand je prends le coup franc, je sens le vent, et, je frappe mon enroulé, et pleine lucarne et je suis très content. Magnifique. Et une petite démonstration? Alors il y a moyen, ouais. Bonjour Sergent. Bonjour. Comment calculez-vous votre trajectoire? D'abord, le calcul est donné en next. On doit aussi calculer avec le 6-off et le FDPM. Le plus important, c'est bien ça. Bonjour Monsieur Léonard, je pense que vous êtes le plus qualifié pour répondre à notre question. Quelle est la réelle trajectoire que poursuit un projectile? On va commencer avec l'équation fondamentale de la dynamique de Newton. Vous voyez, ce ne sont que des équations différentielles. Il est maintenant temps de se divertir. Allons découvrir le b.a.-ba de la balistique, le beer pong. Bon, trêve de plaisanterie, balle de maths et trajectoire balistique dans le viseur. Trêve de plaisanterie. Pour analyser la trajectoire d'un projectile dans l'air et pour répondre à cette question, rien de tel qu'analyser deux chronophotographies. Nous allons analyser celle du ballon de basketball et celle du volant de badminton. On peut voir que celle du ballon de basketball a une trajectoire plutôt parabolique, c'est-à-dire que la vitesse horizontale reste constante et que la vitesse verticale décroît apparemment uniformément vu la symétrie observée. Tandis que celle du volant de badminton est plutôt en tartaglia. On la distingue en trois phases physiques. D'abord un mouvement quasiment rectiligne, un mouvement intermédiaire et une chute verticale en vitesse constante. Donc ce nom Tartaglia nous vient du savant du XVIe siècle Niccolò Fontana Tartaglia, qui est le premier à l'avoir analysé sur les champs de bataille. Donc c'est une trajectoire qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, donc dans les feux d'artifice, les jets d'eau, les lances à incendie des pompiers. Donc vous n'aviez peut-être jamais entendu ce terme avant, mais c'est un concept relativement familier. Il existe donc plusieurs trajectoires possibles qui restent à expliquer et pourquoi tel type apparaît dans tel sport. C'est ce que nous allons analyser. Et je vous laisse la parole avec mon ami Louis. Alors pour expliquer ces différentes trajectoires, on va s'intéresser aux forces qui agissent sur notre balle. Dans un premier temps, on va faire comme au cours de physique en 5e, on va négliger les frottements. De ce fait, la balle ne subit uniquement que les forces gravitationnelles, et vu qu'on suppose que l'accélération de pesanteur reste constante pour la durée de notre vol, on va retrouver une équation de la dynamique comme celle-ci. Alors on va venir en plus fixer un repère cartésien et des conditions initiales. On suppose donc qu'on lance notre balle avec la vitesse initiale de norme V0 qui forme un angle θ0 avec l'horizontale.
on retrouve assez vite nos équations cartésiennes et on va retrouver les deux mouvements typiques du tir parabolique, à savoir le MRU pour le mouvement horizontal et le MRUV pour le mouvement vertical. Alors pour mieux comprendre ce mouvement, on peut faire deux choses. D'abord retrouver l'expression de la position Y en fonction de la position X, chose que l'on va faire en éliminant le paramètre T de notre système d'équations. On se retrouve donc avec cette équation, qui est l'équation d'une parabole, d'où le nom tir parabolique. Alors cette équation, elle va bien coller pour certains sports tels que le basket ou bien la pétanque. Alors la deuxième chose qu'on pourrait faire, ce serait calculer la portée, c'est-à-dire la distance parcourue quand notre projectile touche le sol. Alors on va prendre le cas particulier où on lance notre balle depuis le sol, la hauteur initiale est donc 0, et avec l'équation qu'on retrouve dans notre deuxième expression, on va pouvoir trouver le temps de vol que l'on va venir réinjecter dans notre première équation pour pouvoir donc trouver cette expression de la portée. Alors cette expression, elle va dépendre de deux choses. D'abord l'angle de tir θ. On va d'ailleurs trouver que pour un angle de tir θ de 45 degrés, notre portée est optimisée, et de la vitesse initiale V0. Alors cette vitesse initiale V0, elle est au carré dans notre expression. C'est-à-dire que plus notre vitesse va être grande, plus la portée va augmenter de 20. Alors on va utiliser ça pour faire une modélisation pour le foot. Alors pour le foot, on remarque qu'on a une portée de 64 mètres, ce qui colle assez bien à ce qu'on peut observer. Et en plus, on sait qu'un terrain de foot a une longueur comprise entre 90 et 120 mètres. Donc ça correspond plus ou moins bien à la réalité. Cependant, c'est pas la même paire de manches pour le badminton. En effet, quand on injecte nos paramètres de vitesse initiale, à savoir 120 mètres par seconde, on obtient une portée de 1468 mètres. Alors, évidemment, ça c'est complètement en désaccord avec la réalité, hein. En plus, un terrain de badminton est limité à 14 mètres de long. Donc, évidemment, notre modèle ne colle pas. Mais comme vous l'avez bien compris, il nous manque en fait un paramètre, c'est le frottement. Alors quand on observe une balle en mouvement et l'écoulement du fluide d'air autour, on voit que celui-ci subit des perturbations. Donc en vertu des actions réciproques, si la balle agit sur l'air, l'air agit sur la balle. Il existe donc une force aérodynamique. Alors cette force aérodynamique, on peut la décomposer en deux forces. La force de portance nommée Fl et la force de traînée nommée Fd, qui elle est opposée au vecteur vitesse. C'est la force de frottement. Alors, de quoi est-ce qu'elle dépend, cette force de frottement? Est-ce qu'il existe une formule universelle qui nous permettrait de la calculer? Eh bien malheureusement non. C'est très compliqué d'obtenir une expression analytique du frottement fluide. Alors pourquoi donc est-ce si compliqué d'obtenir une expression de la force de frottement? Eh bien parce que cette force, elle dépend de nombreuses interactions entre le corps et son milieu. Et elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement complexes à décrire. Mais néanmoins, on peut quand même comprendre certaines choses, et ça nous permet d'avoir une formule calculant notre force de frottement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle dépend d'abord de la nature du fluide, de sa masse volumique. Ainsi, courir dans l'eau est bien plus dur que courir à l'air libre. On rajoute donc ce paramètre de masse volumique dans notre formule. Elle dépend ensuite de la surface du corps qui se déplace dans le fluide. Quand vous passez votre main à travers la vitre de votre voiture, si vous maintenez votre main perpendiculaire au sol, vous sentirez bien plus de résistance que si vous la maintenez parallèle au sol. On rajoute donc ce paramètre de surface à notre expression. Alors, cette force de frottement, elle dépend également du champ de vitesse et de la vitesse relative entre le corps et le fluide. Passez de nouveau votre main par la vitre de votre voiture. Lorsque celle-ci se déplace lentement, on va ressentir une très faible résistance à l'air. Mais si la voiture commence à accélérer et aller de plus en plus vite, on va sentir une résistance grandissante et on sera peut-être même plus capable de garder notre main dans le courant. La force de traînée dépend donc du champ de vitesse existant autour de ce corps. Et là, savoir dans quelle proportion, ça devient compliqué. Cela dépend du régime de vitesse. Pour les vitesses faibles, elle est proportionnelle à V. Mais pour des vitesses plus élevées, elle est proportionnelle à V carré, voire plus. Et on peut même voir apparaître des régimes intermédiaires avec des forces proportionnelles à la racine carrée de V. Mais la plupart du temps, et surtout dans le cas du sport, le frottement est représenté en V carré. Alors, le frottement, il va dépendre aussi de bien d'autres choses, comme la viscosité du fluide. On sait que le miel colle plus que l'eau. Mais sans plus d'explications formelles, et car de toute façon c'est une loi empirique
et que donc elle est basée sur des observations et non pas des démonstrations rigoureuses, je me permets de rajouter deux facteurs, le facteur en demi et le facteur CD. Le coefficient CD est un nombre sans dimension que l'on nomme coefficient traîné. Alors il vaut quand même la peine qu'on se penche un peu sur lui. C'est un nombre qui lui-même dépend de nombreux facteurs. Il dépend de la vitesse du corps, de la forme du corps et d'un nombre extrêmement important en mécanique des fluides, à savoir le nombre de Reynolds. Alors ce nombre de Reynolds permet de caractériser l'écoulement. Je n'en rajouterai pas plus dessus, et si vous vouliez en savoir plus, vous aurez pu passer par notre stand, mais bon, évidemment, avec les conditions actuelles, c'est impossible. Mais voilà un graphe qui montre quand même l'évolution de CD en fonction du nombre de Reynolds, et l'on voit que la dépendance n'est pas si simple. Tout ça pour dire que c'est très compliqué d'obtenir la valeur du coefficient traîné. Il n'y a pas de formule toute faite, et on doit recourir à des mesures expérimentales faites en soufflerie, ou bien utiliser des modélisations numériques, mais évidemment, les deux cas sont extrêmement durs et extrêmement coûteux. Mais enfin voilà, on a une expression de force de frottement que l'on va pouvoir exploiter dans les équations du mouvement qui arriveront par la suite. Donc, on reprend notre balle de ping-pong et on prend en compte l'action de l'air sur la balle. Pour simplifier la situation, on ne va toutefois considérer que la force de traînée. On rajoute donc un terme à l'équation vectorielle de la dynamique. Et ça complique tout, puisque le terme Fd dépend de la vitesse. Pour se faciliter l'écriture, on va noter K, la constante de proportionnalité, mais on sait qu'elle est dépendante de ces différents facteurs, comme Louis vient de l'expliquer. Ce n'est pas le lieu pour résoudre des équations différentielles, je vais seulement survoler la démarche. Pour le mouvement horizontal, il n'y a pas trop de problème. On résout par séparation de variables pour obtenir d'abord l'expression de la vitesse, puis on recommence pour obtenir l'équation horaire de la position. On n'observe évidemment plus un MRU comme dans le cas du tir sans frottement. Pour le mouvement vertical, c'est un petit peu plus compliqué puisque l'orientation de la force de traînée dépend du sens du mouvement. Donc, on a à considérer d'abord le mouvement d'ascension. C'est aussi une résolution en séparation de variables qui donne la vitesse verticale, puis la position. Et il faut recommencer pour le mouvement de descente avec un changement de signe pour la force de traînée. Ce qu'on voit ici, qui n'apparaissait pas dans les équations horaires précédentes, c'est que de nouveaux paramètres interviennent comme la masse du projectile ou la constante de frottement, qui regroupe elle-même plusieurs paramètres, dont entre autres la forme du projectile. En tout cas, vous êtes bien d'accord, cela ne ressemble absolument pas à des équations de parabole. C'est bien plus compliqué que ça, et c'est surtout très difficile à exploiter pour trouver par exemple l'expression de la portée comme on l'a fait au début. Donc, moi ce que je vous propose, c'est d'abandonner l'étude analytique et plutôt d'utiliser une méthode numérique bien utile quand on a des équations différentielles à résoudre et qui vont permettre également aux élèves qui n'ont jamais fait d'intégrale de comprendre l'exposé. La méthode dont je vous parle, c'est la méthode d'Euler. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup en physique pour construire, pas à pas, de façon approchée, la solution d'une équation différentielle. On dit aussi que c'est une méthode numérique itérative. On va répéter n fois les mêmes calculs. Je vais rapidement ici expliquer sa mise en œuvre et puis nous l'appliquerons à notre problème de tir balistique. Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, soit x0 dans i, tel que son image par f est connue, il vaut y0. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. En 5e année, vous avez probablement établi la formule permettant de calculer l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction en un point d'abscisse donné. Cela ressemble à ceci. Localement, pour des valeurs de x proches de x0, la tangente donne une approximation affine très satisfaisante pour la fonction, puisqu'on voit que les deux courbes sont quasiment superposées. Pour faciliter le travail, on note h la différence x moins x0. Ce sera le pas d'avancement. On obtient cette formule d'itération, qui est d'autant plus pertinente que h, le pas d'avancement, est petit. Voici un rapide exemple général avant de retourner à la balistique. Imaginez qu'on ait à résoudre ce type d'équation différentielle, que certains connaissent bien. Supposons qu'on ait les conditions initiales suivantes. Supposons enfin qu'on travaille avec un pas h égale 0,3. Nous démarrons du point 0,1 pour obtenir le point suivant, c'est-à-dire celui d'abscisse 0,3, nous utilisons la formule d'itération. On obtient ensuite le deuxième point.
On recommence pour un troisième point, et un quatrième, et ainsi de suite. On poursuit le processus itératif pour construire pas à pas la courbe. La solution de cette équation différentielle est connue, c'est la fonction exponentielle. Et on voit bien sûr que les points obtenus s'éloignent un peu de la courbe théorique, mais c'est normal, c'est une méthode numérique d'approximation. Faisons la même chose avec notre problème de balistique. Mais d'abord, on se rappelle que la dérivée temporelle de la vitesse n'est autre que l'accélération, et que la dérivée temporelle de la position, c'est la vitesse. Nous exploitons ces définitions dans nos deux formules d'itération. Ici, il y en a deux, puisqu'il faut trouver la vitesse d'abord, et ensuite la position. On voit aussi que la variable est t, qui représente le temps. Ici, je n'ai considéré que l'équation différentielle du mouvement horizontal. Voilà ce que ça donne. Le procédé est tout à fait identique pour le mouvement vertical. Il s'agit donc de substituer l'accélération à x en utilisant l'équation différentielle pour trouver Vx en utilisant les conditions initiales et ensuite démarrer le processus itératif. Voici ce qu'on obtient pour le ballon de foot présenté tout à l'heure. En pointillé gris, on a laissé la trajectoire parabolique dans le vide. On note une différence, on voit que la portée est réduite. Une cinquantaine de mètres pour 64 mètres tout à l'heure. Mais globalement, l'allure reste pratiquement symétrique. En revanche, si je reprends notre premier exemple de badminton et que je le compare à notre nouveau, on voit des changements flagrants. On retrouve ici la forme en Tartaglia, presque triangulaire, et ce qu'on voit surtout, c'est que la portée est significativement réduite. 22 mètres ici, contre 1468 mètres dans le modèle parabolique. La prise en compte des frottements, même au travers d'une approximation numérique, apporte donc un modèle plus conforme à la réalité du terrain de badminton. Nous savons que la trajectoire d'une balle de pétanque est une parabole, tandis que celle du volant de badminton est une tartaglia. Nous allons donc voir les différences et les conséquences que cela apporte à notre terrain de sport. D'abord, il faut qu'on introduise deux nouvelles notions. On reprend l'équation fondamentale de la dynamique et on va s'occuper de la phase de descente dans le mouvement vertical. Comme l'a montré Valentin, durant cette phase, l'équation s'écrit comme ceci. Le frottement s'oppose à la vitesse et il est dirigé vers le haut. Cela signifie qu'il est possible de trouver une valeur du frottement qui compense parfaitement le poids, et donc l'accélération est nulle. Or, on sait que le frottement fluide varie avec le carré de la vitesse. Il est donc possible de trouver une valeur de vitesse qui rendrait le mouvement uniforme et pour laquelle la vitesse verticale serait une constante. Cette vitesse est appelée vitesse terminale, ou V infini, et on peut facilement la calculer grâce à cette formule. On le voit, elle ne dépend uniquement des caractéristiques du projectile par m et par cd, et des caractéristiques du fluide dans lequel il traverse par ρ. La deuxième notion dont j'ai besoin, c'est la longueur aérodynamique. De quoi s'agit-il? C'est la distance typique de chute verticale nécessaire pour que le projectile atteigne sa vitesse terminale V infini. Nous l'avons noté lambda. Sans faire de démonstration, sachez qu'elle doit respecter cette égalité. Donc voilà son expression en fonction de V infini, et si on se rappelle de l'expression de V infini, on voit que de nouveau, cette longueur aérodynamique dépend des caractéristiques du projectile avec CD et M, mais aussi du fluide. Comment nos deux paramètres influencent donc la trajectoire de notre balle? Tartaglia ou parabole? Pour le savoir, reprenons notre équation fondamentale de la dynamique. On va effectuer une nouvelle lecture de cette équation en l'adimensionnant. Adimensionner une équation, c'est simplement effectuer un changement de variable intéressant qui permet de supprimer les unités dans l'équation, ce qui permet aussi de passer d'une équation complexe à interpréter à une équation composée de groupes de nombres sans dimension. C'est une pratique plutôt courante en mécanique des fluides. Ici, on ne va pas effectuer le processus d'adimensionnement, je vais directement donner le résultat. Donc, c'est bien la même équation, mais écrite avec des variables différentes, ici U et S. U est une mesure de vitesse et S une mesure de position. On retrouve en 0 l'accélération ma, en 1 la compensation du poids, et en 2 celle du frottement fluide. Pour information, le vecteur J est simplement le vecteur unitaire de la direction de la vitesse verticale. Ce qui est intéressant, c'est que la valeur du terme 1 dépend du rapport entre la vitesse terminale V infini et la vitesse initiale du lancer V0. C'est comme ça que l'on peut définir deux régimes. Deux exemples pour le montrer. Prenons le cas de la balle de basket. Sa vitesse terminale mesurant sous fleurie est de 31 mètres par seconde, alors que sa vitesse initiale de lancer maximale est de 16 mètres par seconde.
Cela revient à dire que la vitesse initiale est beaucoup plus petite que la vitesse terminale. Dès lors, le poids dans notre équation a une grosse importance, une importance supérieure au frottement. On peut d'ailleurs le voir sur le graphique à droite du frottement en fonction de la vitesse, que pour une vitesse plus petite que la vitesse terminale, le frottement est beaucoup plus petit que le poids. On pourrait donc le négliger dans notre équation, ce qui reviendrait à étudier le tir balistique dans le vide, où le poids est le seul facteur de notre équation. Ce serait donc bien une parabole. A l'inverse, prenons le badminton. La vitesse terminale est beaucoup plus petite que la vitesse de lancer qui peut atteindre des valeurs très grandes dans ce sport. 6,7 contre 137. Donc là, c'est le contraire. Le terme 1 est beaucoup plus petit que le terme 2. Donc, cela montre également, comme le graphique, que la vitesse est supérieure à V infini. Les frottements sont supérieurs et poids qu'on peut négliger. Il existe donc deux régimes de vitesse. L'un où le frottement domine et on observe des Tartaglia, l'autre où le poids domine et on observe des paraboles. Dans le tableau, on a présenté les sports avec le rapport de vitesse de lancer maximale sur leur vitesse terminale. Pour savoir dans quel régime on se trouve, le régime Tartaglia ou le régime parabole. Dans la plupart des sports pratiqués, le rapport est supérieur à 1. Pratiquement tous les sports sont en régime Tartaglia. Seuls le handball et le basket sont arrangés dans les sports qui donnent une trajectoire parabolique. Prenons les Tartaglia, là où la vitesse initiale est supérieure à la vitesse terminale, par exemple le badminton. On retrouve cette équation différentielle où on néglige le poids par rapport au frottement. Si on la calcule pour vous, on obtient ceci. Alors ça ne doit pas parler à tout le monde, mais je peux l'expliquer simplement ce qu'elle fait par rapport à la trajectoire du volant de badminton. Quand je tape dans mon volant de badminton, celui-ci va partir en ligne droite tout en diminuant sa vitesse exponentiellement, c'est-à-dire très très vite. On peut le voir sur la chronophotographie du volant de badminton, qui sont prises à des intervalles de temps réguliers. On voit bien que la trajectoire est rectiligne au début du mouvement et que les espaces entre les volants se réduisent petit à petit. Dès lors, dans la formule, on voit un lambda. Ce lambda, je le rappelle, il ne dépend uniquement des caractéristiques du projectile. Il ne dépend donc pas de la vitesse initiale de lancer. C'est-à-dire que pour cette équation, la vitesse initiale ne modifiera jamais la distance de freinage du volant de badminton. Pour information, le lambda pour le volant de badminton mesure 4,6 mètres. C'est à peu près la moitié de 9 mètres qui est sa portée maximale. Donc, qu'en est-il du reste? Ce qu'il se passe ici, c'est que la vitesse a fortement diminué, donc on a changé de régime. On ne peut plus négliger le poids. Le poids va donc ramener au sol le volant de badminton. On va passer par une phase intermédiaire un peu compliquée à modéliser, mais ici on voit que le mouvement se termine par un mouvement presque vertical où la vitesse est constante. On voit que les écarts entre les clichés sont constants. À ce moment-là, le volant a atteint sa vitesse limite de chute. Le poids et la traînée s'équilibrent, ce qui veut dire que la vitesse ne varie plus. C'est le terme d'accélération qui doit être négligé durant cette phase terminale. À la fin du mouvement, on observe comme une limite, comme un mur qui empêcherait que le projectile aille plus loin. Eh bien ce mur est appelé le mur aérodynamique. Ce mur est à une distance grand X de l'endroit où on a tapé. L'expression de grand X est très compliquée à calculer, mais on va quand même vous la donner, et pour voir de quoi elle dépend. Est-ce qu'elle dépend de la vitesse? Est-ce que plus je tape fort, plus le mur recule? Est-ce qu'elle dépend des caractéristiques de l'objet? On va bien voir. Dans la formule, on observe trois facteurs majeurs. En premier lieu, le lambda. Comme je le rappelle, ça ne dépend uniquement des caractéristiques du projectile. En deuxième facteur, l'angle de lancer θ0. Et en troisième, le rapport V0 sur V infini à l'intérieur d'une fonction logarithmique. À cause de ce rapport, on va devoir regarder la position du mur. Comment varie-t-elle selon ce rapport? Premier cas, V0 sur V infini est petit, comme en basket ou en pétanque. On peut alors effectuer un développement de Taylor-Maclaurin de la fonction log, et on trouve finalement une valeur de x comme celle-ci. Pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est l'expression de la portée qu'on a trouvée dans le tir parabolique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que si j'augmente la vitesse de tir initiale, j'augmente la portée, puisqu'elle est fonction du carré de V0. Donc, si je double ma vitesse de lancer, la portée est multipliée par 4. A l'inverse,
Si on prend le cas du badminton, là où la vitesse initiale est supérieure à la vitesse terminale, on ne peut plus utiliser le développement en série de Taylor-Maclaurin. Il faut regarder la fonction ln de 1 plus x carré. On voit que quand x tend vers plus l'infini, la croissance de la fonction est presque nulle, c'est-à-dire qu'on observe une saturation logarithmique. Cela veut dire, pour notre fonction, que lorsqu'on augmente la vitesse initiale de notre projectile, la distance, le recul du mur aérodynamique ne va pas augmenter significativement. On peut donc conclure que la position du mur aérodynamique dépend uniquement du lambda et du θ0, l'angle initial, et donc des caractéristiques du projectile. Prenons par exemple le ballon de baudruche. Je voudrais jouer au ballon de baudruche avec mes amis. Pour cela, il me faut un terrain de ballon de baudruche. Eh bien, je vais d'abord regarder la portée maximale du ballon de baudruche. Je vais taper gentiment, il va faire 1 mètre. Si je tape plus fort, il va faire 1 mètre 2. Et si je tape comme un malade, il va faire 1 mètre 5. Donc, pour un terrain de ballon de baudruche, je ne vais pas prendre un terrain de 10 mètres, mais plus quelque chose comme 2 mètres. Donc, conclusion, pour dessiner la dimension d'un terrain de sport, on regarde la distance maximale du projectile pour les dimensions du terrain. Et c'est vraiment ce que l'on observe dans le sport. Voici un graphe qui montre la dimension du terrain pour différents sports, depuis le ping-pong jusqu'au golf, en passant par le terrain de badminton en fonction de la portée maximale que peut avoir la balle, donc la position du mur aérodynamique. Ce qu'on voit, c'est que la dimension du terrain et la portée semblent s'aligner sur la droite identité. Donc il y a une forte corrélation entre les dimensions du terrain et la portée maximale atteinte par les balles, ce qui semble assez logique. Il y a bien sûr des petits écarts. Il y a des sports où la dimension du terrain est plus petite que la portée maximale, comme le tennis, qui se trouve en dessous de la droite identité. Cela veut dire qu'il est facile de sortir du terrain. Donc, il suffit de compter les points à chaque fois que la balle sort du terrain. C'est suffisant pour définir le jeu. On appelle ça les sports bornés. Au contraire, pour les sports au-dessus de la droite d'identité, on retrouve des sports dont la dimension des terrains est supérieure à leur portée maximale. Par exemple, le football. Pour le football, il est plus dur de sortir de la limite des terrains, et donc on ne met pas de points lorsqu'on sort de ces limites, mais au contraire, on remet une cible à l'intérieur des limites, par exemple les buts, pour dynamiser le jeu. Et une fois que ces buts sont atteints, on marque des points, et donc cible atteinte. Juste avant, mes condisciples ont parlé de la balistique dans les sports. Maintenant, nous vous proposons de revenir sur le champ de bataille, puisqu'après tout, c'est là que la science balistique est née. Nous allons parler de la balistique du sniper pour voir les éléments supplémentaires ou différents qu'il faut prendre en considération dans ce domaine. Il y a quelque chose qui saute aux yeux. Il suffit d'observer. Dans le sport, on a considéré un projectile de forme sphérique. Voici deux types de munitions assez courants, le 7,62 NATO et le 9 mm. La forme de ces projectiles est plutôt conique voire pointue. En tout cas, on n'a plus de symétrie sphérique. Voyons ce que cela a comme conséquence. L'ogive, une fois dans l'air, subit la force aérodynamique, qui se divise en deux composantes. La force de traînée, force qui ralentit la balle et l'empêche d'aller aussi loin que si elle était tirée dans le vide, et une force de pression qui dépend de l'obliquité de l'ogive sur sa trajectoire. À cause de cela, à cause de la répartition non uniforme des forces de pression sur la balle en raison de l'obliquité, le point d'application de la force-poids qu'on appelle centre de gravité et le point d'application de la force aérodynamique qu'on appelle centre de pression ne sont plus confondus. En plus, l'ogive n'a pas la même obliquité tout au long du parcours, et le centre de pression s'approche ou s'éloigne du centre de gravité selon l'orientation changeante de la balle durant son mouvement. Donc, la modélisation de la force aérodynamique est très compliquée, puisqu'elle dépend de l'obliquité de la balle qui change tout au long de sa trajectoire. Une conséquence de ce qu'on vient d'observer est la suivante. Sachant que la balle n'est pas sphérique, que dès lors le centre de gravité et le centre de pression ne sont plus confondus, un moment de force se crée, et par conséquent, l'ogive va basculer. On va donc avoir un problème de stabilité. Si la balle bascule, l'obliquité change, le centre de pression s'éloigne encore du centre de gravité, ce qui aggrave encore la situation. Il faut donc trouver un moyen de stabiliser la balle sur sa trajectoire. Donc, comment stabiliser la balle? Une première solution est d'empennir la balle, c'est-à-dire de mettre des ailettes au projectile. Ainsi, le projectile possède un centre de pression situé cette fois à l'arrière du centre de gravité, ce qui crée un moment de force inverse, dit stabilisant.
C'est une solution favorable pour les ogives assez grosses, mais pour les plus petites, c'est plus difficile évidemment. Déjà sur le plan financier, car cela coûterait bien trop cher. Alors les balisticiens utilisent aussi une deuxième solution, ce qui est l'effet gyroscopique. L'âme du canon est striée. Lorsqu'on tire, la détente des gaz pousse l'ogive dans le canon et les rainures du canon mettent en rotation l'ogive sur elle-même. Plus la rainure est serrée, plus la vitesse de rotation est grande. Elle peut atteindre jusqu'à plusieurs milliers de tours par minute. Le mouvement de rotation de la balle sur elle-même permet de stabiliser la balle sur sa trajectoire, de la même façon qu'en faisant tourner la roue du vélo, on peut tenir en équilibre. C'est le principe de l'effet gyroscopique. Plus la balle est longue, plus grand est le moment de force basculant, plus grande doit être la vitesse de rotation gyroscopique pour que la balle soit stabilisée. L'autre grande différence avec la balistique du sport, c'est que la grande majorité des munitions sont supersoniques au moment du tir, c'est-à-dire qu'elles volent à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Mais, lors du tir longue distance, le projectile est ralenti durant son vol, et sa vitesse passe du domaine supersonique au domaine transsonique, puis au domaine subsonique. Pour comparer la vitesse de l'ogive à la vitesse du son, on utilise le nombre de Mach, qui est le rapport entre la vitesse du projectile et la vitesse du son dans l'air, 344 mètres par seconde. Le passage du mur du son s'accompagne de fortes turbulences qui déstabilisent la balle. On s'en rend bien compte sur ce cliché. On discerne clairement l'onde de choc oblique devant le nez, ainsi qu'un sillage d'écoulement turbulent à l'arrière du projectile. La figure B correspond à une balle se déplaçant à Mach 2,6 et la C une balle à Mach 1,1. La seconde subit de plus grandes turbulences. La force de frottement dépend de la traversée de ces domaines de vitesse. Si on reprend l'expression de la force de traînée que l'on vous a présentée, on comprend qu'il va y avoir du changement dans la balistique du sniper. Plutôt que de dire que le coefficient de traînée dépend de sa vitesse, on va plutôt dire qu'il dépend du nombre de Mach. Et comme la balle n'est plus symétrique, on va également prendre en compte l'obliquité de la balle par rapport à sa trajectoire, ce que l'on appelle l'angle de Yoe. L'angle de Yoe est un angle situé entre le vecteur vitesse et l'axe longitudinal du projectile. Dans la pratique du tir longue distance, c'est le nombre de Mach qui est le facteur le plus déterminant. On voit que dans le domaine subsonique, le coefficient de traînée est presque constant, que dans le domaine supersonique, il décroît régulièrement avec l'augmentation de la vitesse. La zone la plus critique, pour laquelle il est très difficile d'obtenir des mesures précises, est le domaine transsonique. Le passage du mur du son s'accompagne d'une augmentation rapide du coefficient de traînée. Nous avons eu la possibilité d'effectuer des mesures de ce coefficient de traînée au laboratoire de balistique de l'École royale militaire. Les résultats que nous avons obtenus sont des petites marques bleues sur le graphique. On observe que les mesures effectuées sont assez proches des courbes de référence obtenues par des modèles numériques. La mesure des coefficients de traînée et donc de la force de traînée est très compliquée puisque cela dépend de nombreux facteurs. Heureusement dans le tir, il existe des solutions pour éviter les calculs trop complexes grâce aux modèles de référence. Ces modèles de référence sont des balles standards classées sur domination G1 à G8. Les balles des armes de poing sont plutôt de type G1, comme le 9 mm Parabellum. C'est une petite balle arrondie avec un coefficient de traînée relativement important. Mais ce n'est pas trop grave puisque ce sont des balles pour tir rapproché. Pour le tir longue distance, on se rapproche plus du type G7, avec par exemple la munition 7,62 NATO, car sa forme plus ficelée permet d'obtenir une courbe CD inférieure à celle que fournit la balle de type G1. Pour terminer, je vous propose donc de revenir dans le sport. On reprend notre balle ronde. Nous avions initialement considéré uniquement les forces gravitationnelles de traînée. Que peut-il se passer lorsque l'on ajoute une force de portance? Eh bien, cela peut fournir des trajectoires fort bien sympathiques. C'est ce qui peut être observé par un coup franc d'un joueur bien entraîné. Je suppose qu'il y a des fans de football qui m'écoutent. Si je vous dis le but de Roberto Carlos contre la France en 1997. Même si cela fait déjà un petit temps, le tir de Carlos permet d'illustrer assez bien le principe de notre force. Que s'est-il passé ce jour-là pour ceux qui ne sont pas passionnés de football? Fabio Barthez est dans les filets. Un mur de joueurs sépare Roberto Carlos du but. Carlos tire, la balle semble partir droit hors du cadre, puis dévie d'un coup de sa trajectoire pour revenir vers le but. En fait, Carlos a brossé la balle du pied gauche, ce qui lui a donné une vitesse de rotation qui lui a permis de courber sa trajectoire.
D'ailleurs, si la balle n'était pas rentrée dans le goal ce jour-là, elle aurait décrit une trajectoire en spirale. Voyons comment ce simple mouvement de rotation imprimé à la balle par Carlos permet à la trajectoire du ballon de tromper le gardien. L'explication est d'un phénomène nommé l'effet Robin-Magnus. L'effet Robin-Magnus repose sur le phénomène suivant. D'abord, le ballon entraîne l'air qui est au contact avec lui dans sa rotation. La vitesse d'écoulement du fluide augmente d'un côté du ballon et de l'autre diminue. Or, d'après une loi des mécaniques des fluides, plus un fluide circule vite, moins la pression est élevée. On observe donc une différence de pression. Le ballon est logiquement aspiré du côté de la basse pression et dévie de sa trajectoire. En déviant de cette trajectoire, il dévie le sillage en aval de l'écoulement dans le sens opposé, suivant le principe des actions réciproques, comme on le voit sur cette photographie. Cet effet peut être notamment amplifié par la rugosité de la balle, la présence de nervures sur le ballon de football, les poils des balles de tennis, mais aussi les petites alvéoles dans les balles de golf intensifient cet effet Robin-Magnus. Lucas et Tom nous ont montré qu'il existait deux grands régimes de mouvement, la parabole et la tartaglia, qui dépendaient surtout de la vitesse de lancer et de la vitesse terminale. Lisa vient d'ajouter de nouvelles possibilités de trajectoire en prenant en compte la force de portance, la spirale, par exemple la spirale du coup franc. Je vous propose de clôturer cet exposé en faisant le tri dans toutes ces catégories sportives. Reprenons donc l'équation de la dynamique une dernière fois. On y voit les trois forces, la force gravitationnelle, la force de traînée et la force de portance. Selon le type de sport, les trois forces n'ont pas la même importance. On va ranger les sports dans un diagramme sur les phases X où l'on mesure le rapport de 2 sur 1, la traînée sur le poids, et sur le Y où on met le 3 sur 2 qui compare la portance à la traînée. Cela nous permet d'obtenir deux catégories de sports, le sport gravitaire et les sports aérodynamiques. Dans les sports gravitaires, on y retrouve la pétanque ou le basket. Ce sont des sports où le poids est plus important que la traînée. 2 sur 1 est inférieur à 1. Et donc le modèle parabolique du tir dans le vide convient mieux pour décrire cette trajectoire. Dans les sports aérodynamiques, la traînée domine sur le poids. On va créer deux sous-catégories supplémentaires. En prenant en compte la portance et donc la valeur du rapport 3 sur 2, si la traînée l'emporte sur la portance, on observe des tartaglias. C'est typiquement le cas du badminton. Si la portance devient non négligeable devant la traînée, on voit apparaître de nouvelles courbes de mouvement, comme les spirales du coup franc, mais aussi les pop-up qu'on voit en balle de baseball ou les flottantes du volley. Et évidemment, il nous reste le foot, reste au centre, car c'est le sport universel par excellence, et on peut le placer selon les circonstances dans chacune des catégories. Voilà, je vous remercie pour cet exposé. C'était Balle de maths, la balistique dans le viseur.